Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bon après-midi à vous et surtout merci de nous recevoir. Chez vous, nous avons été coupés il y a quelques temps à cause de nombreuses coupures d'électricité que connaît la ville de Yaoundé. Depuis quelques jours, le débat de la presse, votre émission de samedi sur la chaîne de télévision panafricaine depuis Yaoundé vous revient donc avec les mêmes invités. Le débat de la presse, c'est votre émission de débat sur les faits ayant marqué l'actualité de la semaine au Cameroun. Dans cette édition, toutes vos rubriques, l'éditorial de la semaine, le débat avec nos invités, la parole à l'homme de la rue et sans oublier bien sûr votre participation par SMS. Sans plus attendre, voici l'éditorial de la semaine, une signature de Albert Patrick Eya. Depuis une semaine au moins, comme tous les ans, la jeunesse camerounaise se mange dans toutes les sauces pratiquement, que ce soit à la radio, à la télé, dans la presse écrite ou cybernétique, on n'en a que pour la jeunesse. Et c'est d'ailleurs normal, nous sommes tous dans la mouvance de la 47e édition de la fête nationale de la jeunesse et lundi prochain, 11 février, sera donc l'apothéose. Avant ce jour J, c'est-à-dire la veille, nous serons alors le 10 février au soir, on attend le traditionnel discours du chef de l'État à ses jeunes compatriotes. Un discours très attendu car il s'agit d'une adresse d'un père à ses enfants et à ses petits-enfants. Et chacun selon son niveau de compréhension et sa couleur politique ou sociale appréciera certainement avec ses propres termes les dires du président de la République. Il parle très souvent à la jeunesse de leur avenir, de leurs peurs et de leurs espoirs qu'ils doivent avoir en leur pays. Pour cette fois, et sans avoir l'intention ni la prétention de lire dans une boule de cristal, il sera certainement question encore de responsabilité politique de la jeunesse avec les inscriptions biométriques sur les listes électorales. Il sera aussi question des questions d'emploi avec les projets structurants et leurs opportunités à saisir par la jeunesse. Les résultats du service civique national et de tous les autres projets et programmes ne manqueront pas dans ce discours du chef de l'État, car le président de la République sait beaucoup de choses sur la jeunesse de son pays. Une jeunesse qu'il aime à appeler le fer de lance de la nation. Cette frange de la population la plus nombreuse parmi les plus de 20 millions d'habitants que compte aujourd'hui le Cameroun. Mais je souhaiterais aussi modestement que Paul Biya, par cette parole qu'il prendra le 10 février au soir, puisse parler à cette jeunesse de certaines dérives qui sont devenues aujourd'hui des véritables menaces pour son épanouissement et son avenir. Je souhaiterais qu'il leur parle sérieusement de fléaux tels que la corruption, l'homosexualité, j'insiste là-dessus, l'homosexualité, les sectes pernicieuses, et qu'il leur demande tout simplement de cultiver plus que jamais le goût de l'effort, mais également le patriotisme. Et tout cela ne peut être possible que si nous-mêmes, nous cultivons ce qu'on appelle l'égalité des chances. La jeunesse attend beaucoup des aînés au Cameroun, des aînés qui doivent montrer l'exemple, chacun à son niveau. Qu'on soit parent, enseignant, qu'on soit ministre ou directeur général, manœuvre, journaliste ou éboueur, policier, gendarme ou militaire, nous devons tous être responsables et sachant que nous sommes tous comptables de la bonne éducation de cette jeunesse camerounaise. Mais quelle jeunesse alors? La question n'est certes pas idiote, loin s'en faut d'ailleurs, car notre jeunesse, j'allais dire la jeunesse camerounaise, se meurt aujourd'hui à petit feu. Elle qui est noyée dans l'alcool et la drogue, elle qui est empêtrée dans la prostitution avec des filles qui se promènent à moitié nues, les garçons aussi, avec le phénomène de l'homosexualité. Ils sont aussi les membres de cette jeunesse, partisans du moindre effort. Ils ne respectent pas les aînés, ils pratiquent l'école buissonnière et sont amoureux de l'argent facile. Un argent facile qui les pousse donc à la délinquance et à l'immoralité, avec des mots qu'ils ne peuvent donc conduire qu'à la désolation et à la dérive. Alors une reprise en main est indispensable pour la jeunesse camerounaise et à ce niveau-là, nous sommes tous interpellés. Si nous voulons surtout atteindre le cap de l'émergence en 2035,
Cela ne se fera et ne se fera qu'avec une jeunesse à la fois responsable et travailleuse à la sueur de son front. Bonne fête à toute la jeunesse camerounaise et à tous ceux qui se sentent encore jeunes de 7 à 77 ans. Albert, Patrick Eya, l'éditorial de la semaine. On a donc suivi jeunesse camerounaise, fer de lance de la nation. Pourtant, une jeunesse au cœur de nombreuses problématiques, entre autres chômage, pauvreté, insuffisance de formation, VIH-Sida et autres maladies sexuellement transmissibles, incivisme, dépravation des mœurs, alcool, drogue, recherche de la vie facile, la vie est très longue au point de pousser à la question suivante. Le Cameroun a-t-il une jeunesse à la hauteur de ses attentes, une jeunesse sûre pour son avenir tel que rêvé par tous? Mesdames, Messieurs, votre émission lance le débat jeunesse camerounaise, état de lieux et avenir, c'est le sujet phare de cette émission avec nos invités que nous allons découvrir dans quelques instants. Dans cette émission encore, la visite du président Paul Biya à Paris. Qu'est-ce que le Cameroun peut-il vraiment en attendre? Restez avec nous. Le débat, c'est sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média et depuis Yaoundé. Nos invités, Jean-Baptiste Biaye, lui, c'est un habitué de ce plateau. Il est jeune, mais surtout, il est un jeune qui a pris son destin en main en se lançant dans la vie ô combien difficile des entreprises camerounaises et surtout l'entreprise de presse, s'il faut faire cas. Jean-Baptiste Biaye est directeur de publication de prospectives nouvelles. Il croit ferme que les jeunes peuvent, s'ils se donnent et si on les donne aussi, les moyens de réussir. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour mon cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs des médias. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et je vous accueille avec cette question ou la performance du 11 national camerounais. L'autre jour, à Dar es Salaam, c'est en Tanzanie, et je reprends là le titre d'une parution locale, même la Tanzanie bat les lions. Alors, quelle est votre lecture? Ben écoutez, même la Tanzanie bat les lions. C'est lorsque les lions seront battus par le Tchad un jour que vous allez voir que en réalité les lions ne sont plus les lions et qu'ils sont devenus les chatons. Non, je voudrais dire de manière prosaïque et très simple que notre équipe nationale de football est au bas de l'échelle. Quand il faut la comparer aux grandes nations de football aujourd'hui sur le continent, on se rend bien compte à l'évidence que le Cameroun n'occupe plus le rang qui était le sien il y a quelques années, et même sur l'échiquier international, voire mondial. Le dernier classement FIFA fait état de ce que le Cameroun occupe, je crois, plus de la 60e position aujourd'hui. Et donc, moi je pense que c'est presque normal que des équipes comme la Tanzanie, dont on ne doit pas négliger les performances aujourd'hui. Vous savez, lorsque j'ai regardé à la Coupe d'Afrique des Nations, le Cap-Vert, qui finalement, moi j'ai supporté le Cap-Vert, qui nous avait barré la route pour la qualification, n'est-ce pas, à la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu la prestation de ce petit pays, entre guillemets, en Coupe d'Afrique des Nations. Je me suis dit, bon, Dieu, peut-être que ces garçons avaient raison de nous battre. Alors, est-ce que c'est la fin du règne des Lions indomptables du Cameroun avec ce qui s'est passé l'autre jour? Ben, à la lecture... En 2 ou 3 phrases. À la lecture des performances d'un certain nombre d'équipes en Coupe d'Afrique des Nations, qui nous parlent aujourd'hui, on a la faiblesse de penser que c'est une fin de règne. Parce que lorsque vous prenez l'Égypte, le Sénégal, le Cameroun, qui ont été absents de cette Coupe d'Afrique des Nations, mais maintenant lorsque vous y mettez à côté les pays qui ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont en leur sein un certain nombre de stars, un certain nombre de joueurs de renom sur le continent, je ne veux pas les citer ici, tout le monde les connaît. Lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire avec Didier Drogba, vous prenez le Togo avec Adebayor, vous prenez également un certain nombre d'autres pays avec la constellation d'un certain nombre de vedettes, vous vous rendez compte à l'évidence que ces pays ont été balayés, pour certains, dès le premier tour, pour d'autres, au second tour. De toutes les façons, ce ne sont pas les finalistes de l'année dernière qui vont jouer la finale dans 2 jours.
c'est une autre équipe, c'est d'autres équipes. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une fin de règne. Et ça, la Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas les pays participants aujourd'hui, nous parlent, nos Camerounais. Aujourd'hui, on ne peut plus simplement compter sur des joueurs de renom, mais il faut compter sur une jeunesse qui est une jeunesse montante. Et notre pays a besoin de cette jeunesse-là pour se refaire une santé sur le plan sportif. Voilà donc ce qui est bien dire, mesdames et messieurs. Notre second invité, lui, s'appelle Gatien Moril Ayinda. Il est parmi ces jeunes qui disent ce qu'ils pensent. Il croit que le respect de l'autre, de la chose publique, la sincérité dans la gestion des ressources humaines et matérielles de l'État, le civisme et le patriotisme doivent revenir. Il est au milieu de ces jeunes en tant qu'acteur participatif et guide, parce qu'il est le président communal du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour Yaoundé 5, une croissance de cet organe qui regroupe les jeunes du Cameroun. Alors, Gatien Moril Ayinda, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation du débat de la presse. C'est depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, je vous accueille avec cette information que nous avons lue cette semaine dans un quotidien national. Le trésorier payeur général de Yaoundé est dans les filets de la police ainsi que d'autres responsables du pays. Voilà. On a l'impression qu'au Cameroun, plus on parle de la corruption et plus c'est enfonce dans cette voie. Alors, j'en veux pour preuve le récent rapport de la CONAT. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Aboubacar, je commencerai déjà par dire bon après-midi à vos nombreux téléspectateurs. Oui. Également, vous remercier pour l'honneur que vous me faites, celui de m'inviter sur ce plateau. Vous savez, le chef de l'État, Paul Biya, a pensé qu'il était grand temps de siffler la fin de la récréation. Et d'aucuns aujourd'hui croyaient que, et comme il le dit si bien dans les quartiers, que cette opération est une opération à tête chercheuse. Alors, n'en déplaise à ceux qui penseraient le contraire, moi je suis de ceux qui pensent que le chef de l'État, au regard de ce que la corruption a causé dans ce pays, si aujourd'hui la jeunesse n'a plus d'espoir dans son propre pays, si aujourd'hui le jeune a perdu tous les repères au pays, c'est parce que justement des gens se sont permis de faire main basse dans la fortune publique. Mais le problème, c'est que la corruption continue malgré la lutte qui s'avère intense sur le terrain. Elle doit pouvoir continuer parce que dans un premier temps, l'autorité camerounaise a brillé par le laxisme. Et ce laxisme a tellement amené le Camerounais à penser que quand on dit on va réprimer, certaines personnes pensent peut-être qu'il s'agit de la farce et que c'est l'affaire des autres. Ou alors parce que les autres ont été moins malins qu'on les a pris. Mais au jour d'aujourd'hui, il est question que chaque gestionnaire, où qu'il se trouve, sache que à l'heure où nous parlons, les serres de l'épervier sont de plus que jamais aiguisées et vont attraper toute personne qui fera même basse sur la fortune publique camerounaise. Merci beaucoup. Notre troisième invité, chef d'entreprise, expert en marketing, patron de presse dans quelques jours, puisqu'il prépare actuellement le lancement d'un magazine marketing.com. Son nom, Nana Payon. Bonjour. Bonjour. Jeune aussi, merci beaucoup. Bonjour, Bakar. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau, Nana Payon. Je rappelle aussi aux téléspectateurs que vous êtes très bien connu sur la scène nationale comme un acteur infatigable pour les initiatives en faveur de l'insertion socio-économique des jeunes Camerounais et Africains, puisque vous vous intéressez aussi à l'avenir de la jeunesse au niveau du continent. Bourse de l'emploi, bourse du livre. On vous voit aussi très souvent auprès de ceux qui frappent à la porte du Cameroun pour venir y investir. Alors, je vais vous accueillir par cette question. Alors, nous avons été obligés, Nana Payon, de reprendre cette émission parce que, à cause d'une coupure de courant, un véritable problème que connaît la ville de Yaoundé et bien d'autres villes du Cameroun depuis un certain nombre de jours. Alors, et ça remet sur la table toujours cette question de privatisation de la SONEL. Alors, est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais ont perdu en privatisant vraiment la SONEL? Je ne peux pas répondre par l'affirmative ni par la négative. Oui. Mais je pense que ce n'est pas le seul secteur qui a connu la privatisation. Ce qui est regrettable. Mais c'est un secteur qui ne se porte pas bien. Ce qui est regrettable, c'est que
on n'est pas encore fait le bilan de ce que coûtent les coupures d'électricité. Moi, je suis toujours très curieux lorsque je lis, je regarde les médias, j'écoute très attentivement les débats de certains experts. Il faudrait qu'un jour, on fasse le bilan de ce que coûte à chaque Camerounais 10 minutes, 1 heure ou une nuit de délestage. Ce matin, en venant ici, je suis passé déposer mon épouse dans un salon de coiffure où elle a l'habitude de se rendre. Il se trouve que depuis 4 jours, ils n'ont pas d'électricité. Moi, je me suis réveillé à 3 heures ce matin et je me suis rendu compte que je n'avais pas de lumière chez moi. Lorsque mon épouse a été obligée d'aller dans un autre salon de coiffure, elle s'est rendue compte que la prestation qu'elle sollicitait lui coûtait 3 fois plus cher qu'au salon où elle allait. Et je lui ai dit, mais il faut payer le prix parce que la dame, elle a investi dans un groupe électrogène qu'elle n'avait pas forcément prévu dans son business plan. C'est qu'il faut acheter le groupe, il faut le faire fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut acheter du carburant, etc. Et donc, vous voyez, c'est quand même assez gênant. Donc, j'ai des amis à AES Sonel, donc je ne vais pas être très dur avec AES Sonel, même s'il convient tout de même de dire les choses à peu près comme elles se passent. Je sais que depuis, je pense, une dizaine ou une douzaine d'années, AES Sonel a lancé une campagne. Et vous ne pouvez pas tout le temps envoyer des SMS ou passer des communiqués à la radio pour annoncer aux gens que le repas qui était prévu à midi il n'aura pas lieu. Voyez-vous, c'est-à-dire que porter des mauvaises nouvelles ne me semble pas être le registre sur lequel on doit s'appuyer pour communiquer sur une marque ou sur une entreprise. Et évidemment, il y a un slogan de AES Sonel qui dit que 10 ans d'efforts et ça continue. On ne peut pas ne pas dire qu'ils ne font pas d'efforts. Ils font des efforts. Mais il faut quand même remarquer qu'il y a un moment de problème que les efforts ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes des Camerounais. Oui. Il se trouve qu'il y a quelques jours, le directeur général, M. Jean-David Billet, a fait une sortie médiatique dans le quotidien Mutation. Une interview dans laquelle on ne l'a pas tout à fait reconnu parce qu'il a tapé un coup de pied dans la termitière, parce qu'il a dénoncé le manque de gaz que devrait avoir livré la SNH à la fin de l'année, c'est-à-dire pour que le groupe, l'alimentation des centrales thermiques à gaz de crédit puisse se prendre. Oui. La question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi avoir attendu quelques jours pour dénoncer justement ce manque de gaz que SNH devrait livrer? Pourquoi est-ce que les deux structures ne se sont pas mises ensemble il y a 1 an à peu près, parce que les experts savent qu'au moment où ce partenariat se nouait, tout le monde savait qu'il n'y aurait pas de gaz à cette époque. Donc pour résumer, pourquoi n'a-t-on pas anticipé? Comme le dit le chef de l'État lui-même, la gestion c'est aussi anticipée. Voilà, pourquoi n'avoir pas anticipé et surtout pourquoi n'avoir pas fait preuve de transparence? La transparence. Ouais. Alors, c'est vrai que ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet, mais je voudrais, vous savez, ça touche un certain nombre de ménages et c'est très sensible cette affaire. Et je ne peux pas rester silencieux sans donner mon point de vue là-dessus. Oui, très rapidement. Je pense que c'est un complot contre Monsieur le Président de la République qui voudrait que ce Cameroun, sur le plan énergétique, on ne peut pas comprendre de la part des responsables de AES Sonel de donner une interview pour dire que le problème c'est qu'il y a une structure bien connue, je ne cite pas cette structure, qui est incapable de livrer le gaz. Mais c'est la SNH. Alors qu'en réalité, depuis 2, 3 ans, 4 ans maintenant, Monsieur le Président de la République, dans ses discours, revient toujours sur les questions d'énergie au Cameroun. Mais vous voulez qu'on aille vivre sur quelle planète, monsieur? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense que si ces responsables sont en train de nous suivre, c'est un complot contre Monsieur le Président de la République. C'est votre avis. Mesdames, Messieurs, voilà donc le décor est planté pour cette émission de débat de la presse qui parlera ce jour de
la jeunesse camerounaise, état de lieu et à venir. Nous allons donc, avant de retrouver nos invités sur ce plateau, prendre la revue de la presse. Invités, téléspectateurs du débat de la presse, mesdames, messieurs, bonjour. Le problème d'insécurité au quartier Mimboman n'a pas encore fini de faire couler de l'encre au sein des rédactions. Le journal Diapason en parle et souligne d'ailleurs en page 4 de cette édition que les gendarmes et les policiers tardent encore à être définitivement présents dans ce quartier de la ville de Yaoundé où la psychose des crimes rituels continue de paralyser l'épanouissement des populations. L'hebdomadaire annonce que malgré l'assurance apportée par le gouvernement, l'on continue de faire des découvertes macabres. Deux nouvelles victimes plus précisément qui viennent remettre en question l'efficacité de cette enquête menée depuis quelques semaines par les forces de l'ordre et de sécurité. Une autre remise en question apparaît par ailleurs à travers cette nouvelle débandade des Lions indomptables qu'annonce Cameroun Tribune le jeudi 7 février 2013. Une défaite qui est enregistrée lors d'un match amical contre la Tanzanie. Match disputé ce mercredi 6 février 2013 à Dar es Salaam. Une défaite qui fait dire aux supporters des Lions indomptables que l'équipe nationale camerounaise de football est loin d'être sortie de sa zone de turbulence. L'histoire tarde à trouver ses lettres de noblesse. Et parlant d'histoire, en voici une autre que nous raconte cette fois-ci le bimensuel Intégration. Il était une fois à l'Élysée, Hollande le caméléon et Biya le Sphinx. C'est en tout cas le titre choisi cette semaine par le journal, un titre qui permet à l'hebdomadaire de Thierry Ndong de revenir sur cette rencontre du 30 janvier dernier à Paris entre le chef de l'État français et le président de la République du Cameroun en visite de travail. Une rencontre dont l'enjeu principal selon Intégration consistait à une connaissance plus approfondie de Paul Biya par François Hollande. Ce président français dont le portrait croisé développé par le journal ici laisse apercevoir un homme insaisissable, un homme dont la politique prône la rupture dans le cadre de la coopération France-Afrique, mais qui reste pourtant présent et actif dans les grandes décisions des pays francophones africains. Un caméléon dont la couleur face au Cameroun est désormais le blanc vif, signe de paix et d'espoir. Paix et espoir, comme le présage cette autre rencontre entre Paul Biya et la diaspora, annoncée par Cameroun Tribune le mardi 5 février 2013. Le quotidien gouvernemental précise que le chef de l'État camerounais a reçu un groupe de 24 personnalités de la diaspora, parmi lesquelles l'avocat Maître Bakwa, l'artiste Manu Dibango, l'écrivain Calixte Beyala, des représentants du RDPC et des hommes de médias. Et selon son numéro de Cameroun Tribune, il a été abordé au cours de cette entrevue la question de la double nationalité, le projet de création d'une structure administrative chargée des Camerounais de l'étranger et la contribution de la diaspora au développement du Cameroun. Un développement qui passera certainement aussi par ces contrats fructueux qu'annonce Cameroun Tribune dans son édition du lundi 4 février 2013. Des accords qui ont été conclus avec, entre autres opérateurs économiques, Dov Zera, le directeur général de l'AFD, entreprise impliquée dans le financement du second pont sur le Vouri. Alexandre Villegrain également, le président du Conseil des investisseurs français en Afrique. Et Bruno Lafonte, président du groupe Lafarge, engagé aux côtés de Simen Kam. Des contrats qui interviennent dans le cadre de ce forum économique France-Cameroun, initié par le chef de l'État camerounais en France. Un forum économique que l'hebdomadaire Diapason définit d'ailleurs comme étant un marché de dupes, puisque le journal de François Mboké pense que la forte présence de la Chine et d'autres pays émergents sur le marché camerounais compromet les chances de déploiement des investisseurs français. Cette inquiétude n'empêchera pas Cameroun Tribune, dans son numéro du vendredi 8 février 2013, de titrer « Mission accomplie », précisant que la visite de travail de Paul Biya en France, désormais parvenue à son terme à travers le retour du chef de l'État au Cameroun, est un succès. Un succès tout comme la cérémonie de lancement de la semaine de la jeunesse dont le rapport est fait dans ce 100e numéro de Prospective Nouvelle. Le journal de Jean-Baptiste Biaye annonce la somme de 770 millions de francs CFA et des dons matériels offerts aux jeunes sinistrés des régions du Nord-Ouest et du Nord lors de ces manifestations marquant le démarrage des activités de la 47e édition de la Fête nationale de la jeunesse organisée dans les localités de Babessi et de Lac-d'Eau. Quant à Cameroun Tribune, c'est tout un dossier que le journal développe dans ce numéro du 8 février 2013. Dossier à travers lequel le quotidien gouvernemental revient d'ailleurs sur la nécessité d'un retour aux valeurs.
au vu de cet incivisme aux 1000 facettes qui caractérise la jeunesse camerounaise. Selon le journal de Marie-Claire Nana, cette célébration de la 47e fête nationale de la jeunesse est l'occasion de renforcer l'éducation des jeunes, aussi bien au niveau familial que scolaire. La société a un rôle important à jouer dans le redressement des jeunes, mais il faut aussi penser à leur insertion professionnelle, leur offrir des emplois comme ceux que Trait d'Union présente à travers ce numéro du mercredi 6 février 2013. Le bimensuel du Fonds national de l'emploi relaie ici une soixantaine de métiers environ à l'intention des jeunes Camerounais proposés par des entreprises privées. Mais cela suffira-t-il pour assurer le développement du fer de lance de la nation? Le débat de la presse nous permettra ce jour d'avoir plus de lumière à ce sujet. Ne zappez donc sous aucun prétexte, restez des nôtres. Revue de la presse signée Cédric Bonomo. Mesdames, Messieurs, place donc à présent au débat de cette émission sous la thématique jeunesse camerounaise, état de lieu et à venir. Alors pour cette 47e édition que le Cameroun prépare pour lundi prochain, le thème choisi est jeunesse, responsabilité civique et participation au processus de développement, un thème qui fait rappel au civisme qui n'est pas une nouveauté dans le pays. Jean-Baptiste Biaye, surtout qu'en 1981, on parlait déjà dans la thématique de la fête de la jeunesse, du civisme et de la discipline. Alors, lorsqu'on parle cette année encore de jeunesse, responsabilité civique, ça vous suggère quoi comme réflexion? Ben écoutez, il est difficile de circonscrire un on amène les jeunes, ma foi, à être responsables dans tous les domaines, notamment sur les domaines économiques, si on veut coller à l'actualité. Parce qu'on a senti que les jeunes Camerounais ne sont pas assez responsables. Vous savez, la responsabilité vient du terme latin respondere, qui signifie répondre de ses actes. Ça veut dire que lorsque vous posez un acte, vous devez être capable de l'assumer. Je ne dis pas que les jeunes n'assument pas les actes qu'ils posent, mais on a comme l'impression que chaque fois que parfois certains actes ont été posés par les jeunes, il y a comme une sorte de démission par rapport à la responsabilisation de ces actes. On peut citer un certain nombre d'exemples. Si on ne veut prendre que pour référentiel les mots qui minent la jeunesse, et c'est presque récurrent tous les ans, il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme, il y a un certain nombre de tares et avatars dans la société camerounaise qui sont en plein. Vous savez, moi, cette 47e édition s'est située dans un contexte particulier au Cameroun, et notamment à Yaoundé, la capitale, avec le phénomène des filles violées et tuées dans un quartier de la capitale. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais à ce niveau précisément, on peut interroger la responsabilité de la jeunesse vis-à-vis d'un certain nombre de phénomènes qui sont des phénomènes sociaux comme l'homosexualité également. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il est difficile de cerner un thème comme celui-là. Mais je pense que c'est un appel qu'il va falloir lancer en direction des jeunes pour davantage s'auto-assumer. Voilà, merci donc à vous Jean-Baptiste. Alors, Nana Payon, je voudrais plus puiser dans votre forte expérience, parce qu'il est une autorité au Cameroun que vous travaillez énormément avec les jeunes. Vous êtes aussi jeune, mais beaucoup plus parents aussi, hein, vous êtes parents. Alors, dites-nous un peu, lorsque vous regardez un peu la jeunesse camerounaise, alors, quelle aujourd'hui, de par votre expérience, la qualité même de cette jeunesse? Cette jeunesse est audacieuse. Oui. Elle est audacieuse. Elle a, me semble-t-il, quelques problèmes. Elle veut aller vite. C'est l'époque qui le veut parce que les outils permettent d'aller vite aujourd'hui, de griller les étapes et tout.
Mais tout à l'heure, lorsque vous évoquiez le football, ça m'inspire une métaphore pour dire que tout être humain a un potentiel. Quand vous avez 11 joueurs sur un terrain, chacun des joueurs sélectionné a son potentiel. Chacun peut faire un peu plus. C'est pour ça que vous voyez derrière des grands joueurs comme Messi, comme Zidane, comme Eto'o, qu'il y a des coachs. Les coachs sont là pour vous dire, non, non, tu peux encore faire plus. Il vaut mieux que tu fasses comme ceci. Mais le problème de la jeunesse, c'est qu'ils n'ont pas de coach. C'est-à-dire qu'à la maison, à la limite, j'ai l'impression que les outils d'aujourd'hui font que chacun vit dans sa bulle. J'envoie des SMS, je suis sur Facebook, je suis sur Messenger où j'envoie mes mails, je regarde la télé. Il n'y a plus l'occasion de partager des expériences comme nous avons eu la chance de partager avec nos aînés. C'est-à-dire que lorsque vous voyez des grands frères se comporter d'une certaine manière, vous aviez tendance à les copier si c'était des bons exemples. Alors, concrètement, lorsque j'organise, par exemple, la bourse de l'emploi, je demande à des jeunes de venir débattre. Mais je choisis également des jeunes qui ont réussi dans leur domaine, malgré les difficultés. Par exemple, lorsque je réunis à peu près 1000 personnes au Hilton, sans publicité, et que je leur dis, nous avons appris que pour être reçu à un concours, il faut avoir un soutien, il faut avoir un piston, il faut être recommandé. Qui est de cet avis dans cette salle? Eh bien, sur le millier de personnes qu'il y a, vous allez voir 990 mains. Ils ont presque toute la salle se lever. Mais on ne peut pas vivre dans une société en ayant l'impression que la règle, c'est le faux. Ce n'est pas possible. C'est difficilement vivable. En tout cas, moi, je ne peux pas vivre dans une société en imaginant que les jeunes que je croise dans la rue pensent que pour être reçu à l'ENAM, à l'EMIA, à l'ESTIC ou je ne sais pas moi où, il faut payer. Ce n'est pas acceptable. Du point de vue éthique, oui, ce n'est pas acceptable. Le mammifère ne peut pas vivre sans rêver. Et si vous retirez donc à ce mammifère la partie rêve dans son cerveau, ben, il devient braqueur, il devient violeur, il devient tout ce que vous voulez. Et donc, mais seulement donc pour atténuer, pour édulcorer cette impression que les uns et les autres ont, je mets en face des jeunes qui ont réussi et qui sont passés par là. Il y en a un qui vient et qui dit, j'ai fait le concours de l'ENAM 2 fois, je n'ai pas été reçu, et pourtant mes camarades qui étaient à l'université avec moi, dont j'étais plus brillant, ont été reçus, mais je ne me suis pas découragé, parce que peut-être que c'était leur chance. Je suis reparti à l'ESSEC, après j'ai fait la Cato, et aujourd'hui, finalement j'ai réussi. Aujourd'hui, je suis directeur dans une grande boîte au Cameroun. Je dirige toute la zone septentrionale du pays dans un secteur d'activité. Voilà la réponse. Que ce n'est pas parce qu'on vous a imposé quelque chose que vous devez forcément dire oui. Parce que très souvent, même c'est faux. Très souvent, c'est des bandits qui viennent vous demander à vos parents de l'argent, vous donner 5 millions de francs à des gens sans même les connaître et tout ça. Et de l'autre côté, je demande à des jeunes, qu'est-ce que vous avez fait pour réussir? Où est-ce que vous avez eu un blocage? Une demoiselle qui est formée à l'université de Ngaoundéré en tourisme me dit, mais ça fait 3 ans que je suis sorti de l'école, j'ai un BTS, mais je suis au chômage. Elle est de culture anglophone. Et j'ai dit, mais pourquoi? Parce que j'ai fait des demandes partout. Mais un CV que vous faites, que vous envoyez dans une entreprise ou une lettre de motivation, ce n'est pas une bouteille qu'on jette à la mer. Je ne peux pas faire un CV à Afrimédia pour chercher du boulot à Afrimédia sans savoir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez apporter à Afrimédia. Donc je ne viens pas chercher un emploi, je viens offrir une compétence. Tout à fait. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce que je veux faire à Afrimédia? Est-ce que vous pensez, pour résumer Nana Payon, que la jeunesse camerounaise est prête pour ce défi-là? C'est pour ça que j'ai parlé de coach. Parce que cette fille dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle a été coachée. On lui a dit,
est-ce que tu sais utiliser le logiciel Amadeus ou bien Galileo, qui sont les deux logiciels qu'on utilise en agence de Elle voyage? s'est retrouvée Elle ne perdue. sait pas. On lui a dit, ah, va faire un stage. Mais les jeunes ne veulent pas faire de stage gratuit. Ils veulent faire le stage sans savoir rien faire, mais ils veulent être payés. Allez faire un stage. Elle a fait un stage pendant 1 an. À côté de chez elle. Donc il n'y a pas de problème de taxi, etc. Mais on lui a quand même donné un peu d'argent chaque mois. L'édition d'après, elle est venue. Et j'avais eu la chance que RFI couvrait cet événement. Elle a été interviewée. Et avant la fin de la journée, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui viennent, des dirigeants de PME pour recruter, avant la fin de la journée, eh bien, il se trouve qu'elle a eu 3 offres d'emploi. Elle est allée faire le premier test. On lui a proposé un salaire qui me semblait intéressant. Le deuxième, elle a eu une proposition qui me paraissait intéressante. Et elle a retenu, elle a été retenue, enfin, elle a accepté de travailler dans la deuxième qui lui payait 2 fois plus cher. Voilà. Mais les jeunes ont donc besoin Oui. d'être coachés. Ils ont besoin d'écouter. Ce n'est pas tout de dire à quelqu'un, je te conseille de faire ci. Et cette demoiselle qui est de culture anglophone est parfaitement bilingue. Et aujourd'hui, elle gagne très bien sa vie. De temps en temps, elle m'envoie un mail pour me dire bonne année, merci pour le... Donc, je pense que les jeunes devraient, à mon avis, chercher à s'améliorer plutôt que systématiquement se plaindre, parce que ce n'est pas en se plaignant qu'on avance. Voilà, merci. Alors, avant peut-être de revenir à toi, Jean-Baptiste, si je me permets que je te tutoie sur ce plateau. Alors, nous sommes des amis. Alors, je vais à vous, hein, Mauril Gatien Ayinda. Vous avez suivi tout à l'heure Nana Payon dire les jeunes Camerounais ont besoin d'être cotés. Nous parlons tout à l'heure du problème de la qualité. Vous, en tant que jeune, vous qui travaillez avec ces jeunes Camerounais, est-ce que vous avez le sentiment que nous avons aujourd'hui au Cameroun une jeunesse de qualité? Aboubacar, déjà, je vais commencer par exprimer ma surprise ici. Oui. Face aux déclarations du bien cher aîné, Nana Payon, oui. Parce que on ne peut pas ignorer les réalités de notre pays. Nous savons très bien au jour d'aujourd'hui au Cameroun, pour intégrer une école de valeurs comme l'ENAM, par exemple, on sait ce qu'on demande aux jeunes. On sait que l'ENAM n'est pas une école qui est ouverte à tout jeune Camerounais. Ça, on ne peut pas le nier. Et lorsqu'on dit au jour d'aujourd'hui que les jeunes Camerounais, parce que celui-là est allé entrer à la Cato, il en est ressorti, il a été nommé je ne sais quoi, combien de Camerounais, combien de familles camerounaises ont la possibilité de par leur bourse d'envoyer leurs enfants fréquenter à la Cato? Je dis non, il faudrait arrêter ça. Et moi je suis en train de dire, on parle de la paresse. C'est vrai, les jeunes Camerounais, peut-être parce que nous avons perdu espoir à un certain moment donné, peut-être parce que nos aînés ne font plus rien pour raviver cette flamme en nous. Aboubacar, combien de personnes qui font dans des petits métiers, aller à Mokolo, y a-t-il des vieillards là-bas? C'est des jeunes Camerounais qui ont pris conscience, qui savent que s'ils ne se battent pas, ils ne peuvent pas nourrir leur famille, eux-mêmes ne peuvent pas pouvoir vivre. Combien de personnes font dans le call-box? Vous avez vu des vieillards faire du call-box? C'est des vieillards, c'est des jeunes. Alors qu'on arrête de dire que les jeunes Camerounais sombrent dans la paresse. C'est vrai, on en trouve, il y en a. Laissons ceux qui sombrent dans la paresse. Qu'est-ce qu'on fait de l'intelligentsia jeune au Cameroun? Voilà, quelle confiance on a pu accorder à ces jeunes et ils n'ont pas reçu de résultats. J'étais émerveillé l'autre jour dans un débat télévisé de suivre le ministre Charles Itunzi dire qu'il a été proviseur à 33 ans. Pourquoi eux, à leur tour, ne peuvent pas aussi permettre à nous, jeunesse d'aujourd'hui, que vous soyez aussi proviseur à 30 ans ou 33 ans aussi. 30 ans ou 33 ans. Voilà. On puisse aussi le raconter à nos enfants. Monsieur Nanata Payon souhaite répondre, mais je vais plutôt donner la parole à Jean-Baptiste. Oui. Non, simplement parce que l'intervention du grand frère Nana Payon a mis en exergue la question de l'inadéquation formation-emploi. Lorsqu'il a évoqué le fait qu'il y a un certain nombre de jeunes
qui frappent aux portes d'un certain nombre d'entreprises, alors qu'à la vérité, certains d'entre eux ne savent pas grand-chose dans ces entreprises. C'est-à-dire que lorsque vous venez chercher de l'emploi dans une entreprise, vous êtes bardé de votre diplôme, on vous pose, le chef d'entreprise vous demande qu'est-ce que vous savez faire. Vous lui dites que vous avez un doctorat, je ne sais pas, en chimie, alors qu'en réalité, il ne peut pas, vous ne pouvez pas être utile à cette entreprise. Je crois que je ne trahis pas la pensée profonde du grand frère Nana Payot. Donc, il mettait en exergue l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Et je rebondis sur cet aspect des choses simplement pour dire que aujourd'hui, il faut interroger, n'est-ce pas, notre système éducatif qui me paraît plutôt archaïque ou complètement dépassé par rapport à l'évolution. Donc, au lieu qu'on jette l'anathème sur ce jeune qui frappe à une porte d'une entreprise, qui est bardé d'un diplôme, mais qui ne trouve pas manifestement le travail dans une entreprise donnée, il faut interroger notre système éducatif qui est archaïque. Et s'il faut interroger le système éducatif qui est archaïque, qui ne donne pas l'opportunité ou suffisamment de place à la professionnalisation, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a un ministère chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, notre système éducatif ne donne pas suffisamment de la place à la professionnalisation. Voilà. Et donc, de ce point de vue, il revient à l'État qui est responsable de l'action régalienne. Parce que l'éducation relève du pouvoir régalien de l'État. Il me semble que l'État a aujourd'hui une responsabilité d'offrir, à sa jeunesse, une éducation professionnelle ou professionnalisante. Oui. Et donc, de ce point de vue, il faudrait donc, à la fin, interroger le jeune qui, ayant reçu cette éducation, cette formation professionnelle, interroger pourquoi il n'a donc pas l'emploi. Voilà. Donc, on ne peut pas mettre la charrue avant les deux. Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de récriminations qu'on peut faire à la jeunesse, mais d'autres qu'il faut faire également à l'État. Ça veut dire qu'il faut aller voir les responsabilités. Parce que la question de l'emploi est une question très importante. Voilà. Alors, Nana Payon, dans un contexte, comme semblait dire Jean-Baptiste Biaye, dans un contexte où le système éducatif semble ne pas être adapté, où en dehors de cela, nous avons des questions de formation professionnelle. Dans un contexte comme celui du Cameroun, où on sait que le Cameroun était un vaste chantier, comme avait annoncé le chef de l'État l'année dernière. On le voit sur le terrain également, les chantiers poussent un peu de partout dans le pays. Avec une jeunesse aujourd'hui qui se retrouve dans la drogue, dans l'alcoolisme. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que le Cameroun a une jeunesse utile? Ou peut-être l'avenir est possible avec cette jeunesse? Oui, bien sûr. Comment si ça? vous permettez, avant de vous répondre, je vais réagir à ce que M. Saïda a dit. Je pense qu'il ne m'a pas bien suivi. Oui. Et ça fait partie des choses que je reproche à la jeunesse. Il ne m'a pas bien écouté, ou alors je me suis mal exprimé peut-être. J'étais en train de dire que les jeunes aiment griller les étapes. Et moi, j'ai été jeune. J'ai au moins cet avantage. Et je sais que quand on est jeune, on a envie de soulever les montagnes. J'ai d'abord commencé mon propos tout à l'heure en disant que dans l'une des qualités de la jeunesse, c'est l'audace. Donc, je pense que c'est une qualité. Maintenant, il faut être coaché. Il faut que les aînés, c'est ce que j'ai dit, soient là pour dire, comme on dit à Zidane ou à Messi, que non, va à gauche, accélère un peu plus, tu peux y arriver, etc. Ça manque aux jeunes. Et je pense qu'on est clair. Je n'ai pas dit que les jeunes étaient paresseux. Je n'ai pas du tout employé ce terme-là. Du tout. Donc, nous avons un problème, et je pense que nous ne sommes pas la seule société qui a ce problème d'adéquation, formation-emploi, comme évoquait Jean-Baptiste Biaye. En France, aujourd'hui, il y a 600 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. Parce qu'il n'y a pas de personnes formées pour cela. Au Cameroun, nous avons l'inconvénient de ce que
tout est urgent. C'est-à-dire, il faut des écoles, il faut des dispensaires, enfin bref, tout est urgent. Et il y a, en plus de cela, des emplois que les Camerounais n'aiment pas, dans lesquels vous ne trouverez pas de Camerounais. Faites un sondage. Les jeunes ou les moins jeunes, ils sont plutôt moins jeunes, qui circulent dans les quartiers et font du bruit avec leurs ciseaux, c'est-à-dire les tailleurs, Tout à fait. qui ont leur machine manuelle, parce qu'ils savent qu'avec le coupé d'électricité, ils ne vont pas avoir de perte de manque à gagner. Mais ce sont des Nigériens, pour la plupart. Il y a très peu de Camerounais parmi eux. 95% des pêcheurs ne sont pas des Camerounais. Tout le monde le sait. Lorsque vous allez voir un centre de formation et que vous leur dites, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps d'imaginer un CAP de dépanneur de téléphone portable? On vous dit, mais pourquoi faire? Et pourtant, justement, beaucoup de jeunes excellent dans ce domaine, mais ils sont très vite, ils plafonnent très vite. Parce que ils l'ont appris comme ça sur le tas, mais si on mettait en place, et c'est là où les jeunes devraient pouvoir pousser les décideurs, en leur disant, voici la liste des métiers dans lesquels nous pensons que les jeunes peuvent mieux s'exprimer. Les besoins d'emploi sont très importants dans ce secteur-là. Il y a de nombreux gisements dans ce secteur-là. Nous pensons qu'il faut désormais nous orienter vers ces métiers. Moi, je m'intéresse un peu au secteur des mines. Aller à Nkout, c'est-à-dire à Djoum, aller à Lomé, où il y a Géovic, poser des questions aux colboxeurs ou bien aux bensikin, ils vont vous dire que la plupart des Camerounais qui travaillent dans ces entreprises-là, ce sont des employés de catégorie, j'allais dire, inférieure. Les cadres viennent de l'étranger. Mais que les jeunes se réunissent un jour, nous pondent un mémorandum et disent, nous sommes fatigués que dans les codes miniers, on n'exige pas aux entreprises de former ou bien de créer des chaires dans les universités où on va former des géologues spécialisés dans l'or, dans le diamant, dans le cobalt, dans le manganèse, dans le fer. Il faudrait que les jeunes prennent cette histoire en main. Parce que sinon, ça ne pourra pas passer. Alors, ce qui veut donc dire que on ne peut pas seulement constater, on doit pouvoir dire que si notre formation n'est pas adaptée aux besoins du terrain, il y a des acteurs, c'est-à-dire les premiers bénéficiaires qui sont les jeunes, qui devraient se lever, par exemple, un 11 février comme ça, de dire, ben nous avons fait un mémorandum au président de la République. Et c'est ce qui manque le plus aux jeunes. Dites-nous un peu. Alors, je rappelle peut-être avant que vous ne répondiez à votre question que l'émission est en direct et aussi, vous pouvez également, mesdames et messieurs, participer. Le code, c'est le 82 17 04 59 51, le 76 91 20 87. Bien sûr, vous devez précéder tout ce code par l'indicatif du Cameroun. On va aussi aller très vite, parce qu'on a commencé l'émission en retard avec les contraintes de programme de la chaîne panafricaine Afrique Média. Nous n'allons pas aller jusqu'au bout de notre temps. Alors, Maurice Lagacé Ayinda, est-ce que c'est ce qui manque vraiment le plus aux jeunes? Pour M. Nana Payan, les jeunes Camerounais ne sont pas assez actifs, ils ne posent pas des questions qui sont les leurs. Les jeunes Camerounais sont même plus qu'actifs. Mais malheureusement, on se rend compte que on s'arrange à dessein à verrouiller toutes les voies qui peuvent permettre aux jeunes Camerounais de s'exprimer et de se faire suffisamment entendre et comprendre. La preuve, au jour d'aujourd'hui, on parle du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui est cet organe, cette institution phare qui est appelée à fédérer la jeunesse et à porter au plus haut sommet les revendications de la jeunesse. Mais Aboubacar, le Conseil, ça fait 3 ans aujourd'hui qu'il a été institué. Il n'a jamais été reçu, je dis le Bureau national, il n'a jamais été reçu
par le Premier ministre, plus encore par chef de l'État. Oui. Dites-vous bien, je m'amuse souvent à regarder, quand je regarde la présentation des vœux à la télé, lorsque ça se déroule au palais. Nous parlons du Conseil national de la communication. Je vois souvent le bureau du Conseil national de la communication. Mais je m'amuse souvent à poser la question de savoir où est le bureau du Conseil national de la jeunesse. Mais qu'on arrête un peu de se moquer de la jeunesse à ce point. Alors, Jean-Baptiste, oui, alors on va aller très vite, Jean-Baptiste, je l'ai dit. Est-ce à dire que, de votre point de vue, si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec Mauril, que l'État camerounais ne prête pas assez l'oreille aux jeunes Camerounais? Je n'ai pas la faiblesse de le penser. La preuve en est que dans son traditionnel message à la nation, le chef de l'État a toujours parlé, il y a un discours traditionnel pour la jeunesse camerounaise. Très bien, c'est une forme de communication, même si on n'est pas toujours forcément d'accord. Même si on n'est pas toujours forcément d'accord par la méthode utilisée, parce que lorsque le président, dans sa tour d'ivoire, s'adresse aux jeunes, les jeunes aimeraient qu'un jour, Monsieur le Président de la République descende par exemple dans la rue au contact direct avec cette jeunesse. Donc, mais c'est le Président de la République, il a choisi cette forme-là, il communique et il est parfois en communion, n'est-ce pas, avec la jeunesse lors de son traditionnel message le 10 février, comme ça sera le cas dans 48 heures, tout à fait. Ou tout à fait dans 24 heures. Donc, je pense que là n'est pas le débat, parce que on ne nourrit pas la presse de discours. On ne nourrit pas la jeunesse des discours. On nourrit la jeunesse des actes concrets. Nous avons évoqué tout à l'heure, tous trois, un problème réel d'une formation ou d'inadéquation entre la formation et l'emploi. Il y a 24 heures ou 48, tout au moins en début de semaine, le ministère de la Jeunesse qui a distribué des appuis et des dons à un certain nombre de jeunes. Je me suis amusé, j'étais au palais de congrès l'autre jour, lorsqu'on leur remettait un certain nombre d'appuis en numéraire, que c'était de l'argent frais. Et je me suis amusé à interroger un certain nombre de ces jeunes. D'abord, premièrement parce que un certain nombre de projets avaient été mis sur pied par un certain nombre d'associations de jeunes, notamment dans les domaines de pêche, de l'élevage et de l'agriculture. Je me rends compte à l'évidence, après avoir écouté un certain nombre de jeunes, qu'effectivement, il manque dans notre pays suffisamment d'écoles de formation dans ces domaines. Et c'est pour ça que, dans le cadre de l'Agence nationale du service civique, on a dû former quelques 6000 jeunes l'année dernière, dans ces domaines précis, pêche, élevage et agriculture. Alors, maintenant, on leur a remis des appuis et c'est ça qui m'a choqué. Certains de ces jeunes ont perçu de l'argent, un peu d'argent, insuffisant pour mettre en place une ferme pour l'élevage et peut-être même pour une structure de pêche, d'encadrement d'élevage de poissons. On vous a compris. Mais simplement, en leur donnant de l'argent, certains d'entre eux, dans un petit coin, se sont distribués cet argent. Or, ils venaient de prêter serment, nous étions au palais des congrès, je parle sous le contrôle de quelqu'un qui assistait à la cérémonie, ils venaient de prêter serment à bien gérer l'argent qu'ils ont reçu du gouvernement. Et donc, de ce point de vue, il se pose un problème de responsabilité civique. Oui. Je ne voudrais pas laisser Jean-Baptiste dire ce qu'il est en train de dire là. J'ai dit ça pour que vous ne me laissez pas justement dire ce que je dis. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Parce que, Aboubacar, soyons sérieux. L'État camerounais, via le service civique, forme des jeunes qui, du domaine de l'élevage, qui du domaine de l'agriculture. Et lorsqu'on doit appuyer ces jeunes pour qu'ils puissent s'installer, Aboubacar, c'est 128 000 francs qu'on va remettre en jeunes. Qu'est-ce qu'on peut produire avec 128 000 francs? C'est pour aller faire du call-box? Alors qu'il fallait qu'ils nous disent qu'ils forment les jeunes Camerounais à aller faire du call-box, à aller vendre à envie des caisses de cigarettes. Là, on allait comprendre. Très bien, lorsque le jeune s'engage à aller suivre cette formation, c'est pour qu'avec ces 128 000 francs, qu'il puisse ouvrir un call-box. Mais qu'on ne nous dise pas que quelqu'un peut mener l'agriculture
bénéficier, vivre de cette agriculture, ou bien que quelqu'un peut faire de l'élevage, vivre de cet élevage avec 128 000 francs. Mais je dis, il faut qu'on arrête. On vous a très bien suivi. Je voudrais qu'on nous précise quelque chose. Oui. Alors, Je respecte ce point de vue qu'il vient de démontrer. On ne peut pas mettre un projet avec 128 000, mais il faut également dire qu'on ne finançait pas dans ce cadre précis les jeunes. D'ailleurs, il s'agit d'abord d'un appui et non d'un financement. Alors, vous apportez le dieu de ce que je voudrais lui dire, c'est que dans l'idée des initiateurs de cette affaire, il n'était pas question de financer chaque jeune. Parce que chaque jeune n'est pas porteur d'un projet. Mais il s'agit de financer des associations. Et on a donné à chaque association. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai suivi cette affaire de très près. Chaque association, dans chaque association, il y avait 6 jeunes. Dans une autre association, il y avait 10 jeunes. Dans une autre association encore, il y avait 15 jeunes. Et on donnait donc à chaque association un certain montant comme appui. 1 200 000 pour 10 jeunes, 600 000 pour 5 jeunes. Et il n'était pas question pour ces jeunes qui ayant reçu 1 200 000 de se distribuer à part égale le 1,5 million. Mais il s'agit, et là nous parlons face à un chef d'entreprise qui sait ce que c'est que recevoir un appui. Lorsque vous avez eu 1 200 000, vous ne vous partagez pas et c'est ça le danger avec ce dans la production de votre petite structure. L'association Nescan, est-ce que vous avez suivi la sélection de ces jeunes? Au moment où on demandait à ces jeunes de prendre part à cette activité, on ne parlait pas d'association, on parlait d'individus. Encore même que la sélection a été biaisée au départ. Comment est-ce qu'on peut demander à un maire qui va affronter l'élection municipale dans quelques mois de trouver des jeunes? Vous pensez qu'il va vous produire? Je voudrais respecter votre point de vue. Vous comprenez? Il y a des choses au chef d'entreprise qui est sur le plan. Il y a des choses qui sont dites et qui sont fondamentales. Mais il y a d'autres qu'il va falloir clarifier. Parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas de financer 6 000 projets de jeunes. Parce qu'en finançant chaque jeune, cela signifie en d'autres termes que on finance 6 000 projets. Or, il n'est pas question de financer... On vous a compris, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, Nana Payon, moi je reviens à vous. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire à ce problème? Alors, on a l'impression que l'État fait face à de nombreuses difficultés pour gérer la jeunesse camerounaise. Non. L'État ne fait pas face à des jeunes qui prennent de l'argent. Voilà des jeunes qui prennent de l'argent, qui se le partagent immédiatement. Ou en dehors de ça, Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, au moment où on parle d'investir sur des grands projets, le Cameroun c'est un pays essentiellement agricole. Mais il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école ou peut-être il n'y a pas de tout. Le travail de l'État n'est pas cadré. En réalité, le problème vient d'où et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il nous reste juste quelques temps pour partir de ce studio. Moi, je pense que le problème vient de la mentalité. C'est la mentalité. Je disais tout à l'heure que j'ai eu l'avantage d'être un jeune. Et je pense que je voudrais pouvoir faire partie dans ce pays de faire partie de ceux qui ont souvent mis aux jeunes le pied à l'étrier. Dans toutes les activités que je fais, je pense d'abord aux jeunes. Parce que je suis convaincu que c'est eux qui vont construire ce pays. Et je voudrais en profiter pour interpeller les uns et les autres sur le fait que la jeunesse est un des supports sur lesquels nous devons nous appuyer. Et moi, j'ai lancé la bourse, pardonnez-moi de parler de mon expérience, j'ai lancé la bourse du livre quand j'étais jeune. Nous étions en 1991, on va faire 21, 22 ans. J'avais 18 000 francs dans ma poche. Je n'ai pas reçu un appui, mais j'avais 18 000 francs. Et avec ces 18 000 francs... Peut-être c'était à l'époque aussi, hein, attendez, bien dire, c'était à l'époque. Mais à l'époque où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas Internet, où il n'y avait pas de Ben Sticking, et nous étions en pleine ville morte. Et j'avais 18 000 francs, évidemment. Avec 18 000 francs, je ne risque pas d'aller loin si je veux faire un système d'échange de livres et tout. Je suis allé au Hilton, on m'a demandé 60 millions pour louer les salons, parce que c'est leur tarif. Qu'est-ce que je devais faire? Il fallait réfléchir. Et j'ai dit, bon, ben, il faut que je trouve des sponsors. J'avais un ami, j'ai un ami, Daniel Emenyeko, il vit encore,
il avait un hôtel, il a toujours cette auberge à côté de la gare de Bessengue. Eh bien, je lui ai dit, bon, dis donc, je viens à Douala pour 2-3 jours, est-ce que tu peux m'accueillir? Il m'a accordé l'hospitalité, gratuitement. Et le soir, il venait commander un poulet et on mangeait ensemble. Je suis allé et une boisson gazeuse, l'une des boissons les plus vendues dans le monde, m'a sponsorisé pour la bourse du livre. Mais si parce que je n'avais que 18 000 francs sur moi, je ne devais pas exister, eh bien, je serais dans la galaxie où ceux qui en ont marchent sur les têtes des autres qui n'en ont pas. Parce que dans notre société, quand vous n'en avez pas, vous ne comptez pas. Quand vous êtes jeune, on doit vous écraser. Quand vous êtes une jeune fille, on doit vous imposer le droit de cuissage, etc. Donc, ce n'est pas parce que c'est comme ça que vous devez rester. Vous devez vous battre. Et j'ai obtenu dans le sponsoring. Je suis revenu voir le Hilton pour leur dire, je n'ai toujours pas d'argent, mais j'ai un camion de boissons à vous offrir. On va donner à nos clients qui viendront. Vous aurez la moitié, j'aurai la moitié. Vous vendez cette bouteille à 1500 francs. Eh bien, vous voyez un peu ce que... Le directeur de l'époque a fait le calcul. Ça a commencé à l'intéresser. Et je lui ai dit, les échanges de livres que nous allons faire, chaque fois que je gagnerai 1000 francs, vous aurez 500, moi j'aurai 500 francs. Parce que vos salons, que vous me les louez ou pas, vous devez couvrir les charges. Donc, je pense qu'il vaut mieux que ça fonctionne. Ça permettrait aux gens de découvrir, etc. À la fin, le Hilton a gagné des dizaines de millions de francs qu'il n'aurait pas gagné s'il m'avait absolument imposé de payer avant d'entrer parce que j'étais considérablement insolvable à ce niveau-là. Donc, je pense que avec 100 000 francs, avec 120 000 francs, si on est à 10 et qu'on a 1 million de francs, on peut se mettre ensemble pour aller cultiver de la salade, des carottes, etc. On peut absolument le faire. Ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Ce n'est pas suffisant. Tout à fait. Mais la panacée n'est pas de ce monde. On commence toujours un peu chacun à son histoire. Mais vous avez des gens qui à la maison n'ont pas les moyens de manger et achètent au tourne-dos quelque chose qui coûte 300 francs et se le partagent à 3, sans qu'il n'y ait pas de témoin. Très bien, merci, on vous a très bien suivi, on n'a pas assez de temps. Nous allons donner tout à l'heure, dans quelques minutes, quelques secondes même, la parole à l'homme de la rue. Peut-être avant d'introduire cette rubrique de cette émission, la parole à l'homme de la rue ou le Vosport du débat de la presse sur la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Jean-Baptiste Biaye, est-ce que vous avez l'impression que l'État, avec tout ce que nous avons soulevé comme problème de la jeunesse camerounaise, l'État va finalement prendre le taureau par les cornes, comme on dit, et que peut-être le discours du chef de l'État demain sera un discours assez dense sur ces différents problèmes aussi, et sur les solutions efficaces quant aux problèmes de la jeunesse camerounaise? Mais écoutez, je ne peux pas lire dans une boule de cristal pour dire ce que Monsieur le Président de la République va dire à la jeunesse camerounaise dans 24 heures. Mais je peux penser, sans risque de me tromper, qu'il s'agira tout naturellement de redonner espoir. Parce qu'il n'y a pas jeunesse, cela va de pair. De redonner toujours espoir à cette jeunesse parce que, vous savez, vous l'avez si bien dit, c'est le fer de lance de la nation. L'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. La jeunesse. Alors, tout repose sur la jeunesse. Sauf que, on peut situer ce discours dans un contexte qui est tout à fait particulier aujourd'hui. Nous sommes en 2013. Monsieur le Président de la République ayant annoncé dans son message à la nation le 31 décembre dernier que ça sera une année électorale, notamment avec les sénatoriales, sans forcément exclure les législatives et les municipales. Je pense que la responsabilité civique dont il est question ici, c'est d'appeler certainement les jeunes à aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales biométriques, puisque comme vous le savez très bien, Elekama a annoncé que le 28, c'est le terminus. Et donc, si on veut changer les choses, et c'est ça la jeunesse, si on veut changer les choses et prendre part activement à la vie politique de son pays, il faut commencer par un devoir simple, civique, qui est celui de se faire inscrire sur une liste électorale, quitte à sanctionner qui on veut lors d'une élection. C'est-à-dire qu'on peut décider de voter ou pas, ou de voter contre ou pour, mais il s'agit pour la jeunesse d'exprimer
un droit qui est un devoir légal. Première chose. Seconde chose, c'est que très rapidement, nous nous situons dans un contexte particulier, celui projet structurant, commencé l'année dernière. Monsieur le Président de la République rentre de Paris. Peut-être qu'il peut trouver une formule permettant à convaincre ces jeunes compatriotes quant à l'octroi des emplois, quant à l'investissement dont il est allé se faire le porte-parole du Cameroun en France. On va parler de ce sujet en 2 ou 3 minutes avant de partir. Alors, Maurice Gatien, qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État en 2 ou 3 phrases? Le chef, le président de la République du Cameroun s'exprime à sa jeunesse demain. Alors, vous pensez qu'il pourra vous dire quoi concrètement pour pouvoir planir tout ce que nous avons comme nous avons cité ici sur ce plateau comme problème des jeunes Camerounais? C'est vrai que je vais le dire. Oui. Comme Jean-Baptiste l'a si bien dit tout à l'heure, que je n'ai aucune prétention de lire dans la boule de cristal ici pour penser ce que le chef de l'État peut pouvoir dire. Mais en ce qui me concerne, je pourrais demander à notre Père à tous, le Père de la Nation, qui a toujours même d'ailleurs pris à cœur les problèmes de jeunes, mais malheureusement, son entourage n'a jamais su jouer le véritable relais. Donc, tout ce que je pourrais demander au chef de l'État, c'est que de grâce, que de plus en plus qu'il demande à ses collaborateurs de prendre des jeunes au sérieux. Voilà. Qu'ils arrêtent de nous considérer parce qu'ils veulent faire de nous des personnes qui constituent le bétail électoral. On vous a très bien compris, merci. Et qu'ils comprennent également que lorsqu'on décide de soutenir un jeune dans un domaine bien précis, il faut aller cela jusqu'au soit bout. bien fait et que cela se fasse de manière à pouvoir laisser une tâche. Voilà, positive. Nana Payon, il faut investir dans la jeunesse. C'est-à-dire qu'il faut investir dans la jeunesse. Alors, chez Ado Formeux, j'ai souvent l'habitude de vous entendre dire les jeunes doivent aussi investir sur eux-mêmes. Alors, je crois aussi qu'il y a aussi responsabilité de l'État à investir dans la jeunesse. Vous pensez que le chef de l'État, à travers son discours de demain, pourra prendre quoi comme décision efficace pour que nous nous retrouvons sur ce plateau à dire les jeunes Camerounais sont ci ou sont cela? Il va certainement faire un peu le bilan de ces 12 derniers mois, en rappelant ce qu'il a fait pour les jeunes. Il va probablement évoquer les 25 000 jeunes employés qui ont été recrutés dans la fonction publique. Et peut-être qu'il va sortir une carte pour encourager les jeunes. Il va évoquer les inscriptions sur les listes électorales, je suppose, parce que la jeunesse constitue l'un des plus grands viviers en matière d'élection. Et il est presque évident qu'il va revenir sur son séjour en France. On va en parler en même une minute. Oui, avec des perspectives qui s'offrent pour la jeunesse. Autrement dit, vous attendez beaucoup de ce discours. Oui, bien sûr. Très bien. Alors, nous allons donc donner la parole à l'homme de la rue. Les Camerounais ont été rencontrés dans les rues de Yaoundé. Ce sont des jeunes qui disent ce qu'ils attendent du discours du chef de l'État. Le discours du 10 février 2013. J'attends du discours du président qu'il nous dise vraiment qu'il va faire quelque chose en ce qui concerne la police en particulier. Parce que les policiers sont ceux qui sont censés nous protéger, nous montrer qu'il y a la paix et qu'il y a la sécurité au Cameroun. Mais si vous vous retrouvez par exemple dans un taxi et que vous voyez le taximan passer un billet de 500 policiers, vraiment, on est un peu dans le doute là. Il faudrait que la jeunesse camerounaise soit prise en considération dans toutes les décisions. Quand vous voyez, on parle des quotas dans les mairies, on parle des quotas des députés de jeunesse, on ne les voit pas parce qu'on ne les respecte pas. Ces vieux ou ceux qui sont à plus de 35 piétinent ces jeunes parce que peut-être ces jeunes n'ont pas de moyens financiers. J'aimerais que le chef d'État puisse faire confiance à sa jeunesse et impliquer davantage les jeunes dans des instances de décision. Ce que j'attends du président de la République, son Excellence Obia, je souhaite qu'il fasse en sorte qu'au Cameroun, on puisse avoir au moins une loi qui protège les droits des femmes. C'est vrai, nous avons ratifié la CEDEF, mais nous n'avons pas encore internalisé la CEDEF et nous n'avons pas encore de loi qui puisse protéger les droits des femmes. En tant que jeune, je voudrais que cette année,
il passe aux réalisations. Parce qu'il a promis de très bonnes choses, il est temps qu'il les réalise. Il y a eu beaucoup de projets, de bons projets qui étaient intéressants, comme le travail qu'il promettait, les instituts de formation. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui fréquentent, qui ont des diplômes, mais qui ne travaillent pas ensuite. Je dis au président de la République que moi, personnellement, je suis fier de lui parce que pour le moment, il maintient la paix. Nous ne voulions pas être toujours dans les conflits, comme peut-être au Mali, au Soudan. Et juste pour lui dire qu'il se rende plus aux jeunes. Moi, comme ça, j'ai un baccalauréat, mais c'est ça à la maison, c'est chaud. Voilà, retour donc sur ce plateau du débat de la presse. Mesdames, Messieurs, nous allons vous quitter dans quelques minutes seulement. Le temps pour nous sur ce plateau de parler après le premier sujet sur l'état de la jeunesse camerounaise et de son avenir, de parler du séjour de la visite du chef de l'État camerounais en France. C'était il y a quelques jours. Nana Payon, je commence par vous, le chef de l'État. Paul Biya, le président du Cameroun, est rentré à regagner Yaoundé l'autre jour, après avoir effectué avec une importante délégation une visite sur invitation en France du président français François Hollande. Mais la presse a beaucoup fait état de cela. Le chef de l'État camerounais a été reçu en France par l'ambassadeur, je le précise, l'ambassadeur de France au Cameroun. Comment, en tant que Camerounais, vous avez vécu cela? Beaucoup de Camerounais disent que c'est une humiliation pour le président. Bon, c'est vrai que c'est gênant, mais il se trouve que ça rentre dans les règles protocolaires en diplomatie. C'était une visite de travail. Joe Biden, qui est arrivé, je pense, le lendemain ou 2 jours après à Paris, a été reçu concomitamment par l'ambassadeur des États-Unis en France et l'ambassadeur de France aux États-Unis. Donc je pense que c'était tout à fait normal. C'est choquant. Par contre, pour réparer cela aux yeux des Camerounais, il faudrait qu'un de ces jours, lorsqu'un président d'une grande nation arrivera au Cameroun, qu'on lui réserve le même accueil si c'est une visite de travail. Or, l'hospitalité africaine est empreinte d'un certain nombre de chaleur et de respect qui ne sont pas forcément ceux de l'Occident. Mais je voudrais en 10 secondes juste relever que je n'ai pas beaucoup apprécié que notre président de la République, qui est allé là-bas en tant que président de la République du Cameroun, soit accueilli par des Camerounais, mais surtout qu'on soit très visiblement allé chercher des militants du RDPC, habillés en tenue du RDPC, pour venir accueillir le président de la République. Je sais que notre ambassadeur a un penchant pour le choix et l'expression de son appartenance politique, oui, mais il y a des corps qui doivent, même s'ils ont un avis, rester neutres, comme les magistrats, comme les militaires, comme les enseignants. Bref, je pense que les ambassadeurs aussi, c'est très rare de le voir. Moi, j'ai vu par exemple au congrès du RDPC ici, il y avait plusieurs ambassadeurs du Cameroun qui sont venus de l'étranger, mais notre ambassadeur, l'ambassadeur du Cameroun en France, était le seul à être habillé en tenue du parti. Ça ne veut pas dire, quand vous êtes habillé en tenue du parti, ça ne veut pas dire que vous aimez ce parti plus que les autres. Ça ne veut pas dire que vous aimez le président Biya plus que les autres Camerounais. Moi qui vous parle, je ne suis pas du RDPC, mais je soutiens les actions du président Biya, parce que quand on le compare à d'autres chefs d'État africains, quand on est objectif, quand on est frappé d'honnêteté intellectuelle, il est bon de reconnaître que on peut apprécier les bonnes choses qu'il fait, aussi bien celles de son épouse. Donc, ce n'est pas en brandissant la tenue du RDPC que vous montrez que vous aimez beaucoup le président Biya. Parce que quand les réalités se présentent, on constate très vite que les personnes qui s'agitent le plus souvent ne sont pas forcément, je ne veux pas juger de ceux que je viens de citer, ne sont pas forcément celles qui sont prêtes à donner leurs bras au profit de cette personne qu'ils
veulent donner l'impression de leur réserver une déférence exorbitante. Merci beaucoup à vous, Nana Payan. Jean-Baptiste Biaye, pour aussi aller très vite avec vous. Alors, la visite du président Paul Biya en France, c'est une visite économique. Alors, les médias, le traitement des médias français, on a vu les grandes chaînes de télévision, les grands médias français n'ont vraiment pas beaucoup fait état de cette visite lorsqu'on essaie un peu de voir ce qui s'est passé avec les autres chefs d'État africains. Lorsque certaines télévisions, même en France, ou grands médias, ont évoqué un peu la présence du président Biya en France, c'était pour des questions périphériques, questions d'homosexualité, l'affaire Thierry Atangana, et même pas des grands débats sur la question économique, même si on a vu le chef de l'État face à la presse et même la délégation camerounaise face à la presse. Alors, est-ce qu'a dit que les médias français ont boudé la visite du président Biya? Ben, je ne le dirai pas. Vous savez, la plupart du temps, les médias français font la politique du Quai d'Orsay. C'est ici au Cameroun où on ne fait pas la politique, n'est-ce pas, de relations intérieures dans notre diplomatie. Et tout le monde savait au départ de Yaoundé que les sujets relatifs à l'emprisonnement de M. Thierry Atangana ou les questions sur l'homosexualité devaient être évoquées. Et vous avez suivi comment les médias français sont restés obtus sur ces positions-là, moins que sur les aspects économiques pour lesquels le président de la République s'est déplacé avec une batterie de ministres. Parler, épiloguer sur la longévité du président Biya au pouvoir. Voilà ce qui les intéresse en réalité. Alors qu'en réalité, le président de la République était allé, et cette visite-là, on l'a si bien dit, avait une tonalité économique. À la fin, on s'est bien rendu compte à l'évidence que les journalistes français avaient d'autres préoccupations. D'ailleurs, pour ajouter de l'eau à votre moulin dans votre question tout à l'heure, il faut dire que Le Monde, le journal Le Monde, pendant la visite du chef de l'État, a publié un papier sur Marafa Amidou Yaya. Donc pendant que le chef de l'État en France, on s'attendait à lire des articles concernant le Cameroun, son chef, et puis peut-être la place importante sur le plan économique. On vous sert en France, dans Le Monde, un article lié à M. Marafa Amidou Yaya. Donc vous comprenez que cette affaire-là, elle était pipée à l'avance. C'est pour ça que moi, je ne m'intéresse pas sur les questions de forme tout à l'heure. Lorsque vous avez dit notre chef d'État avait été accueilli par un ambassadeur plutôt que par le chef de l'État, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la profondeur, j'allais dire, le débat de fond, les questions économiques. Vous savez, moi, je ne dis pas que j'ai du mépris pour la France, mais je regarde la France avec condescendance parce que la France n'a jamais colonisé le Cameroun. Nous parlons là, les jeunes sont en train de nous suivre. Il faut leur dire la vérité. Nous avons été d'abord sous protectorat allemand, 1884. Après ça, à la SDN, Société des Nations, nous avons été sous mandat. Ensuite, nous avons été sous tutelle. Le Cameroun n'a jamais été colonisé. Donc, que la France aille au Mali, comme ils ont fait. D'ailleurs, le président français a abandonné notre président en France pour aller au Mali. C'était son programme, c'était leur calendrier. Il est allé au Mali. Qu'il aille au Sénégal, qu'il vante un certain nombre de pays qui sont dans le précaré français. Vraiment, moi, ça me laisse camerounais à 37, comme on dit. Voilà, alors, on finit. Alors, Maurice Gatien Indar, au-delà de tout ce qui s'est passé en France, alors, on a vu Cameroun Tribune, le quotidien national camerounais, nous fait savoir que le succès de la visite du président Biya en France a été un véritable succès et la moisson a été extrêmement importante. Alors, est-ce que vous y croyez? Qu'est-ce que vous attendez concrètement en tant que jeune pour l'avenir du Cameroun de cette visite en France? C'est vrai, Aboubacar. Rapidement, je n'aurais pas la prétention ici de juger les indicateurs de Cameroun Tribune. C'est la fin de l'émission, rapidement. Je voudrais dire que moi, je vais voir cette visite sous un autre œil. Oui. Parce que, rendez-vous compte, au moment où on va déjà draguer des entrepreneurs, des entrepreneurs français, des investisseurs, qu'on les amène ici. Oui. Est-ce qu'on a compris qu'il y a une faille ou alors il y a une grosse erreur à continuer à traiter avec la Chine? Oui. Est-ce qu'on a compris que la Chine n'a pas suffisamment de moyens à pouvoir défendre les dossiers du Cameroun lorsque ces dossiers vont se retrouver sur la table de cette communauté dite
internationale. Déjà, c'est Moi, j'ai le débat plutôt avec peur. vous. Merci, vous avez plutôt peur. Alors, Nana Payon, on finit avec vous. Vous êtes chef d'entreprise. S'il vous plaît, Jean Vieilly, c'est fini. Une Vous seconde. n'avez jamais rien refusé. Mais parlant des rapports France-Chine, il faut dire, pour prendre un exemple très concret, les Français ont promis qu'ils vont construire le deuxième pont sur le Vouri avant que la Chine ne construise le palais des sports de Yaoundé. Voilà. Le palais des sports de Yaoundé est sorti de terre, il est utilisé aujourd'hui. Les Français n'ont toujours pas mis en place le deuxième pont sur le Vouri et ça fait question de débat aujourd'hui. Voilà, ça fait question de débat. On va avoir déjà un débat. Je vous en prie, c'est la fin de l'émission. Nana Payon, on finit avec vous. Visite économique en France du chef de l'État. Vous êtes opérateur économique. Alors, qu'est-ce que vous avez pour cette visite? Est-ce que vous croyez vraiment? Oui, oui, bien sûr. Mais il y a eu un loupé aussi le plan médiatique. Vous avez évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il n'y a pas eu sur la place parisienne une préparation. Vous qui êtes journaliste, vous savez très bien qu'une rencontre, même si c'est entre entreprises, même à ce niveau-là, une rencontre de ce niveau se prépare. C'est-à-dire que les médias sont imprégnés des objectifs. On essaye d'orienter sans forcément, évidemment, forcer la main aux médias. Mais je pense que au niveau de l'Africa 24 qui a donné le plan. On n'a pas eu... vous savez, je parlais de l'ambassadeur tout à l'heure. Je pense qu'il a des collaborateurs au sein de l'ambassade qui sont très efficaces. Il faut qu'il les utilise. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, le lobbying est très important. Au moment où arrive le président de la République et qu'il y a une tribune qui sort dans le quotidien Le Monde, ma foi, il y a tellement de quotidiens en France que s'il y avait eu une préparation, au-delà des spots publicitaires que j'ai vus dans les télés, s'il y avait eu une préparation, une mobilisation dans le cadre des relations presse, je suis convaincu que le voyage de notre président aurait eu plus d'écho. Et c'est peut-être pour ça qu'il a prolongé pour faire ce qu'on appelle le service après-vente. Il a fait de manière, à mon avis, assez réussi. C'est même après qu'il a reçu vraiment d'autres patrons. Tout à fait. Je pense que vous avez vu. Voilà, c'est fini. Merci, Nana Payon, vous a très bien suivi. Merci d'avoir été l'invité. Merci d'avoir accepté l'invitation du débat de la presse. Alors, Maurice Gassi Ayinda, merci aussi à vous. Vous êtes un habitué, on ne vous dit pas merci. Les civilités, vous êtes comme national de la jeunesse. Je demanderai à ces jeunes qui ont bénéficié de cette subvention hier de l'État camerounais de ne pas tomber dans le piège de ces aînés. Il faut véritablement qu'ils mettent cet argent en valeur pour prouver à ces aînés que même avec un franc, on peut faire. Voilà donc le message. Malheureusement, certains sont descendus dans les bars hier soir. Merci pour votre bienveillante attention. C'était le débat de la presse avec Nana Payon, Maurice Gassien Ayinda et Jean-Baptiste Biaye. La semaine prochaine, si Dieu le veut très bien, vous aurez votre présentateur fétiche et vedette de cette émission, Albert Patrick Keya. Quant à moi, je reviendrai un de ces quatre. Merci d'avoir été avec nous. Bonsoir. Your content. Going global.